Des centaines de personnes, des centaines d'histoires, unies non seulement par leur disparition soudaine, mais aussi par un trait commun, l'inexplicabilité qui enveloppe chaque cas comme un épais brouillard. Des scientifiques, des touristes, des randonneurs et même des enfants disparaissent sans laisser de traces dans les forêts et les montagnes, parfois à quelques pas seulement de leurs proches et de leurs amis. Leurs traces s'arrêtent mais parfois à mi-chemin. Les chiens perdent leur odeur et les équipes d'hommes de recherche, équipées de caméras thermiques et d'hélicoptères, ne parviennent donc pas à détecter le moindre indice de la présence des disparus. Chacune de ces histoires éveille l'imagination et effraie par son mystère. Judy Rodenkall, une jeune fille de l'arrière-pays rural, se rend à l'école et disparaît sans laisser de traces. Des centaines de personnes se lancent à sa recherche pendant 3 jours, mais elle apparaît sur le seuil d'une ferme, comme venue de nulle part, sans se souvenir d'un seul détail de ce qui s'est passé. Ou encore Hildegard Hendrickson, une mycologue expérimentée et passionnée par son travail. Un jour, elle part à la recherche de champignons dans les forêts qu'elle connaît et personne ne la revoit. Même lorsque des sauveteurs expérimentés, y compris des chiens, partent à sa recherche, il ne reste qu'une piste inexpliquée et un étrange sifflement qui résonne dans les arbres comme le dernier mystère non résolu. Que se passe-t-il dans la nature pour que les gens disparaissent comme ça? Pourquoi n'y a-t-il aucune trace de lutte ou d'acte criminel là où les disparus ont été vus pour la dernière fois? Comment des personnes peuvent-elles littéralement s'évanouir dans la nature, laissant leurs proches dans le désarroi et la peur? Les 411 histoires de disparition sont effrayantes et fascinantes, et restent l'un des mystères les plus sombres que les forêts et les montagnes des États-Unis préservent si jalousement. Assurez-vous de donner un pouce à cette vidéo avant de commencer, et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et commençons. Harry Mahoney était un étudiant de 21 ans au San Benito College. Tout ce que nous savons d'Harry, c'est qu'il était un jeune homme intelligent et qu'il était en train de devenir un athlète assez performant. Il était en pleine forme, présidait le conseil des étudiants de l'établissement et faisait preuve de qualité de meneur d'hommes. Bien que les détails spécifiques de sa biographie soient mal flous, il suggère qu'il était probablement bien connu de ses pairs et de ses professeurs. Le 18 décembre 1925, Harry et 2 de ses bons amis qui avaient fréquenté le lycée Hollister avec lui, Jeff Newkirk et Russell Hawkins, sont allés chasser l'ours dans les montagnes de la Sierra Nevada, juste à la frontière du parc national de Yosemite. La veille de Noël, le groupe souhaitait passer du temps ensemble. Le matin de ce jour-là, ils ont donc décidé d'établir un camp près des endroits appelés Hazel Green et Gin Flat. Gin Flat n'était pas très loin de la vallée de Yosemite. Ils y restèrent un moment et commencèrent à réfléchir à ce qu'ils allaient bien faire ensuite. Ils décidèrent qu'il valait mieux se séparer pour une journée afin de couvrir plus de terrain et d'augmenter les chances de trouver un ours noir, ou du moins ses traces. Jeff, impatient, fut le premier à quitter le camp, connaissant déjà la zone qu'il voulait explorer. Alors que Harry et Russell continuent de discuter, Jeff a déjà disparu. Quelques heures plus tard, ils décident de partir ensemble. Ils décidèrent de chasser plus près l'un de l'autre et se séparèrent lorsqu'ils furent à environ 1 kilomètre du camp. Mais ils étaient toujours dans la même zone alors que Jeff était loin d'eux. Ils conviennent de se retrouver au camp vers 5 heures du soir. Alors qu'ils traversent la forêt, chacun dans leur zone respective, ils ne se doutent pas que le temps est sur le point de se gâter. Un blizzard était sur le point de recouvrir toute la montagne d'une épaisse couche de neige. Jeff fut le premier à rentrer au camp et s'inquiéta immédiatement du changement soudain de temps.
Il ne neigeait que légèrement pour l'instant, mais ils savaient que la situation allait empirer. Ces deux partenaires, qui connaissent bien les techniques de survie et savent qu'il faut retourner au camp dans une telle situation, attendent patiemment leur arrivée. Russell a été retardé, mais a réussi à revenir après 5 heures du soir et ils ont attendu le retour du dernier participant. 2 heures sombres se sont écoulées et tous deux ont eu un mauvais pressentiment. La neige a commencé à tomber de plus en plus vite. Ils sont donc partis ensemble dans la forêt à la recherche de Harry. Ils se sont dirigés dans la direction où Harry et Russell étaient partis et ont commencé à l'appeler par son nom. Mais ils ne répondirent pas. Alors qu'ils cherchaient, ils furent pris de panique et commencèrent à lancer une série d'obus en l'air avec un fort écho pour percer le paysage enneigé. Ils espéraient que ces explosions se propageraient à travers le pays et deviendraient une balise qui permettrait à Harry de trouver son chemin jusqu'à eux. Russell affirme qu'ils ont tiré 60 coups de feu. Harry n'a pas réagi. Russell et Jeff ont déclaré qu'ils étaient convaincus que Harry retrouverait son chemin parce qu'il était bien formé aux lois du scoutisme et dès qu'il aurait dû lever le camp avant le début du blizzard. Harry avait manifestement un équipement d'autodéfense lorsqu'il chassait. En l'absence de réponse, ils ont compris que leur recherche était vaine et qu'il était temps d'appeler les gardes forestiers, vers lesquels ils se sont dirigés. Le couple était complètement épuisé, car ils avaient erré dans la région pendant plusieurs heures, et les gardes forestiers devaient maintenant les conduire à l'endroit où ils avaient vu Harry pour la dernière fois. Au total, il s'agissait d'un groupe de 25 personnes, composé principalement de gardes forestiers et de chercheurs professionnels. Mais il y avait aussi des volontaires, et la nouvelle se répandait. Ces 25 personnes ont répété les recherches que Russell et Jeff avaient déjà effectuées, mais elles ont pu couvrir une zone encore plus vaste. Il semble qu'ils croyaient et espéraient qu'après avoir parcouru tout ce chemin, ils trouveraient des traces qui les mèneraient à lui. Mais cela n'a pas été le cas. En fait, tout ce qu'ils ont trouvé, c'est un silence absolu, à l'exception des bruits de la tempête et du crissement de la neige sous leurs bottes. Harry n'a toujours pas été retrouvé. Il a disparu avant l'aube du vendredi matin, lorsqu'il s'est laissé distancer par ses deux compagnons dans une tempête de neige qui a recouvert les montagnes d'1 mètre de neige en moins de 8 heures. On pense que Harry n'a pas pu aller bien loin avant que le blizzard ne se calme et on craint qu'il n'ait eu un accident et qu'il se trouve maintenant dans un endroit isolé. L'ampleur des recherches s'est accrue au fil du temps, mais il est intéressant de noter que les professionnels de la recherche ne pensaient même pas qu'il avait pu aller bien loin à cause de la tempête de neige. Malgré cela, ils n'ont trouvé aucune trace de lui nulle part. Les chiens de recherche ont également rencontré des problèmes, car ils n'ont pas pu trouver l'odeur. Bien que dans ce cas, je suppose que le blizzard et le vent ont dû rendre cette tâche très difficile pour les chiens. En outre, les responsables des recherches ne pensaient même pas que Harry ait été victime d'un animal dont il n'y avait d'ailleurs aucun signe. Dans la Manche, lorsqu'une personne est victime d'un animal, cela devient généralement évident car les animaux éparpillent des vêtements ou des parties du corps dans une zone visible. Ses amis et l'équipe de recherche en général ne trouvent peut-être pas d'explication à ce qui lui est arrivé. Ils ont également déclaré qu'ils étaient donc déconcertés par le fait qu'il avait dû se déplacer en dehors du rayon de recherche avant de disparaître. Les recherches sont alors interrompues et le silence radio se poursuit jusqu'en juin 1926, 6 mois après la disparition de Harry. Peu après, les parents de Harry Mahoney furent informés qu'un squelette avait été découvert sous la neige fondante près de Gin Flat, et ils exigèrent une enquête approfondie sur sa mort. Le corps aurait été trouvé par Roscoe Wright et William Scover, des amis des parents du garçon, au pied d'une falaise abrupte. Selon Wright, il était couché à plat sur le sol,
un bras croisé sur la poitrine et l'autre coincé en dessous. L'épaule gauche présentait une abrasion et les médecins qui ont examiné le corps ont déclaré qu'il aurait pu être perforé. Après le verdict du jury, le médecin légiste a conclu que Harry était mort d'un accident de cause inconnue. Le fait que le pullover de Harry ait été retrouvé à 3 mètres du corps a conduit sa mère à penser que son fils ne pouvait pas être mort de froid ou d'exposition. Pour être clair, le corps de Harry a été retrouvé dans une zone qui avait été fouillée à plusieurs reprises lors des recherches officielles en décembre 1925. La famille pensait qu'il y avait eu un acte criminel dans cette affaire, probablement en raison de ce que le médecin avait dit au sujet d'une possible blessure à l'épaule gauche et parce que le corps a été trouvé dans une zone qui avait déjà été fouillée à plusieurs reprises, ce qui suggère qu'il a pu être placé là après les faits. Bien sûr, il est possible qu'il ait été enterré sous la neige, bien que les chercheurs de l'époque ne l'aient pas jugé assez profonde pour dissimuler complètement le corps. En juin 2013, Hildegard Hendrickson a disparu. Elle s'est arrivée aux États-Unis il y a de nombreuses années. À l'âge de 79 ans, elle a quitté l'Allemagne pour aller à l'université, où elle a obtenu une licence, une maîtrise et un doctorat à l'Université de Washington. Hildegard était une femme très cultivée et était fascinée par la mycologie, ce qui l'a amenée à travailler au centre d'horticulture urbaine. On disait d'elle qu'elle pouvait identifier n'importe quel champignon, même les espèces rares, apportées sur le site. Le 8 juin de cette année-là, elle se rendit dans la région, à 15 miles du lac Wenatchee, et gara sa voiture près du Minnow Creek Trail, à côté de Basalt Peak, en début de soirée. L'année précédente, des incendies de forêt avaient ravagé la région, et Hildegard espérait trouver et étudier les champignons sauvages qui auraient pu apparaître après l'incendie. Bien qu'elle ne souffre d'aucune maladie grave, son âge se fait sentir et elle ne peut plus se déplacer aussi activement que dans sa jeunesse, ce qui rend sa disparition encore plus mystérieuse. Ce jour-là, elle a rencontré plusieurs personnes sur le sentier et d'autres chasseurs de champignons l'ont vue alors qu'elle disait marcher seule. Un employé du Forest Service a également confirmé l'avoir vue sur le sentier, de même que le docteur Anthony Okos, un cardiologue, qui a tenté de lui expliquer que le sentier était trop raide et qu'elle ne devait pas l'emprunter. Hildegard lui a cependant assuré qu'elle avait l'habitude de faire de la randonnée et qu'elle s'y rendait très souvent. Munie d'une canne en métal bleu et d'un panier à champignons, elle s'élance sur le sentier sans même savoir qu'il s'agit de sa dernière randonnée. 3 jours plus tard, l'un des chasseurs de champignons a remarqué que sa voiture n'avait pas bougé depuis tout ce temps. Il remarque également que la voiture n'est pas fermée à clé et que le sac à main d'Hildegard est toujours sur le siège. Il a y trouvé son permis de conduire dans la voiture et, se doutant que quelque chose n'allait pas, il a immédiatement prévenu la police. Les recherches ont commencé le jour même. Sachant que Hildegard ne pouvait guère s'éloigner de la piste, les chercheurs pensaient la retrouver rapidement. Cependant, malgré leurs efforts, les chiens n'ont jamais retrouvé son odeur, même sur le sentier. L'équipe de recherche était composée d'adjoints du shérif, de sauveteurs professionnels et de bénévoles. Les chiens ont fouillé tout le sentier, même au-delà de ses limites, mais n'ont trouvé aucune trace d'Hildegard. Les recherches au sol ayant échoué, un hélicoptère équipé d'un système d'imagerie thermique a été amené à survoler le sentier, mais en vain. L'un des chercheurs a rapporté avoir entendu un étrange sifflement, mais n'a pas pu en trouver la source. Plusieurs chercheurs ont été orientés vers le son, supposant qu'il pouvait s'agir d'Hildegard elle-même.
Cette version n'a cependant pas été confirmée et la source du sifflement était restée inconnue. L'adjoint Jane Ellis a déclaré qu'il s'agissait de la plus grande opération de recherche de ses 24 ans de carrière. Il a ajouté qu'il était surprenant qu'aucune preuve n'ait été trouvée. Bien que Hildegarde soit capable de marcher avec une canne, on pense qu'elle n'a pas pu aller bien loin. Le sergent Ken Sisso du shérif n'a pas non plus exclu la possibilité d'une disparition forcée, mais il a indiqué qu'il n'avait trouvé aucun motif ni aucun signe de violence, d'autant plus que ses effets personnels étaient restés intacts dans la voiture non fermée à clé. L'hypothèse d'une attaque animale a été écartée, car il n'y avait aucun signe de lutte dans la zone. Le terrain était assez escarpé, ce qui rendait difficile l'accès à des endroits qui n'avaient pas encore été fouillés. La même année, diverses hypothèses ont été émises sur la disparition d'Hildegarde. On pense qu'elle aurait rencontré des cueilleurs de champignons commerciaux avec lesquels elle aurait eu un différend, ou qu'elle aurait été offensée par ses remarques. Ce n'est qu'une supposition, mais cette hypothèse n'a pas été étayée par des preuves. La région était considérée comme suffisamment simple pour ne pas se perdre, et il n'était pas nécessaire d'aller loin pour ramasser des champignons, ce qui rendait difficile de comprendre comment elle avait pu disparaître. Ken Sisso a affirmé qu'Hildegarde devait se trouver quelque part près du sentier, mais les chiens de recherche n'ont pas réussi à la retrouver, ce qui a jeté le doute sur cette hypothèse. Des questions ont également été soulevées au sujet de l'étrange sifflement entendu par les chercheurs. Selon une version, ce sifflement aurait pu être émis par des cueilleurs de champignons se prévenant mutuellement de la présence des chercheurs, car il existe une loi limitant la cueillette des champignons qui est violée par des groupes à but lucratif. Plus de 10 ans se sont écoulés depuis la disparition d'Hildegarde, et son corps n'a toujours pas été retrouvé. On ne sait toujours pas ce qui lui est arrivé ce jour-là. D'autres cas de disparition où aucune trace n'est retrouvée et où des événements anormaux similaires se produisent restent mystérieux. Par un matin froid et brumeux, Judy Rodenkol, 16 ans, a disparu dans le comté rural de Waushara, dans le Wisconsin. Elle vivait avec ses parents dans une ferme isolée de la petite ville d'Aurora Village. Cette journée, qui tombe à la fin du mois d'octobre 1956, est inhabituelle. Comme d'habitude, Judy s'est levée tôt et a commencé à se préparer pour l'école. Mais pour une raison inconnue, elle n'est donc jamais arrivée jusqu'au bus scolaire ou à l'école elle-même. Des officiers et des volontaires sont partis aujourd'hui à la recherche de Judy, décrite par le bureau du shérif comme une jeune fille douce et calme, ayant un petit ami fidèle. Son petit ami, dont le nom n'a pas été révélé, s'est joint aux recherches mardi soir, lorsqu'il est arrivé à la ferme. Le bureau du shérif a indiqué que Judy avait quitté la maison pour se rendre à l'école, mais qu'elle n'était jamais montée dans le bus. Plus tard, dans l'après-midi, elle aurait été vue marchant près de la maison. Cette observation n'a toutefois pas été confirmée et il n'est pas certain qu'il s'agisse bien d'elle. Le shérif a posé de nombreuses grosses questions pour tenter de comprendre ce qui s'était passé. L'une des premières questions était la suivante. Judy aurait-elle pu disparaître volontairement? La famille a affirmé qu'elle était de bonne humeur ce jour-là et qu'elle était enthousiaste à l'idée d'aller à l'école. Son petit ami a également confirmé qu'elle semblait heureuse. Ces témoignages ont éveillé les soupçons du bureau du shérif, mais après avoir passé au peigne fin les bois et les marais autour de la ferme, ils n'ont trouvé aucune preuve d'acte criminel. Ils ont néanmoins décidé de poursuivre l'enquête sur la base de cette version. Le premier jour de recherche n'a donné aucun résultat, mais le deuxième jour, quelque chose d'étrange s'est produit.
l'enquête sur la mystérieuse disparition de Judy est au point mort, tandis que la police tente de trouver de nouveaux indices. Les eaux de Willow Creek ont été fouillées, mais aucune trace de Judy n'a été trouvée. Les opérateurs traînaient Pony la zone à l'est de l'autoroute 49, où les chiens les avaient conduits mercredi en fin de journée. Le ruisseau de ce côté de l'autoroute a été fouillé sur près d'un demi-mile, mais aucune piste n'a été trouvée. Les chiens ont conduit les officiers à un pont enjambant le ruisseau après avoir été alertés par 2 chaussettes appartenant à Judy et un mouchoir trouvé à 1 kilomètre au nord et à l'ouest de la maison des Rodencoll. Les autorités ont déclaré que ces objets ne portaient aucune trace de violence, mais que la raison de leur présence était inconnue. Cependant, après le pont, la piste s'est interrompue et les chiens n'ont plus voulu poursuivre leurs recherches. Cette perte d'intérêt a conduit les chiens à Willow Creek, mais aucune trace de Judy n'a été trouvée. Les chiens, sur lesquels on fondait de grands espoirs, n'ont pas été en mesure d'aider les pisteurs. On ne sait toujours pas pourquoi. On sait que Judy a marché plus d'1 kilomètre depuis la maison avant d'enlever ses chaussures et ses chaussettes, mais les chaussures elles-mêmes n'ont jamais été retrouvées. Ce fait a ajouté encore plus de mystère à l'affaire, et même des foules de curieux ont commencé à affluer dans la ville mercredi soir pour savoir ce qui s'était passé. Des dizaines de voitures circulaient dans les rues, mais malgré cela, il n'y a pas eu de recherche organisée ce jour-là. L'officier Fritz a déclaré qu'aucune recherche supplémentaire n'était prévue, à moins que de nouvelles pistes n'apparaissent. Les chercheurs, qui sont arrivés de la crosse avec le propriétaire, ont suivi 2 fois l'itinéraire depuis l'endroit où les chaussettes ont été trouvées jusqu'à la rive du ruisseau à l'est du pont. À ce stade, les chiens se sont désintéressés et se sont simplement assis, indiquant peut-être la fin de la piste odorante, bien que l'on ne sache pas si cela a un sens s'il ne s'agit pas d'eau. Les recherches ont été interrompues prématurément, car des centaines de personnes avaient déjà fouillé toute la zone, mais Judy n'avait toujours pas été retrouvée. Les choses sont devenues encore plus mystérieuses le 3e jour après sa disparition, lorsque Judy, qui avait disparu depuis près de 60 heures, était sortie des bois et s'est effondrée à la porte d'une ferme. Elle a été découverte par le fermier Edgar Tim, qui se rendait à pied de la grange à la maison. Il a appelé la police, qui a emmené Judy à l'hôpital. Le médecin, le docteur David Sievers, a déclaré que Judy était en bon état, même si elle souffrait d'un choc et peut-être d'hypothermie. La police a noté que lorsqu'elle a été amenée à l'hôpital, elle était incapable de répondre aux questions et n'avait aucun souvenir de la période pendant laquelle elle avait disparu. Toute cette histoire semble extrêmement étrange. Judy est sortie de la forêt, qui avait déjà été fouillée de fond en comble, est tombée inconsciente et n'a eu aucune idée de ce qui lui était arrivé pendant 60 heures. Le shérif pense qu'elle était seule pendant tout ce temps et suggère même que Judy a peut-être passé du temps dans la grange d'Edgar, bien qu'elle ne puisse pas se souvenir des détails de sa disparition. Un autre fait intéressant est qu'elle a soit été retrouvée pieds nus et que, contrairement à ses chaussettes, ses chaussures n'ont jamais été retrouvées à Willow Creek, à la ferme d'Edgar ou dans les bois. Qu'est-il arrivé à Judy? L'histoire était pleine d'étrangetés et de détails troublants, et ni la police ni Judy elle-même, qui ne se souvenait de rien, n'avait de réponse. C'est tout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer. Votre soutien est très important pour le développement de la chaîne. Prenez soin de vous et rendez-vous dans les prochains épisodes.